Bonjour chers auditeurs, absolument ravi, comme dirait Nathalie Lefebvre, de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que c'est une rencontre très importante, c'est une rencontre de rentrée pour moi, c'est une première rencontre pour toi, si tu me le disais, et je suis ravi de t'accueillir Vanessa, de laisser, tu vois, ce qui me vient là, comme pour introduire notre rencontre, de laisser les auditeurs goûter la qualité de notre rencontre, la qualité de ce que peut-être même la conscience de qu'est-ce que la conscience a à dire au travers de notre rencontre. Et on est animés tous les deux par une belle voix de la profondeur, une voix qui est à la fois celle du corps et la voix des mots aussi. Et donc on est animés par des choses qui nous passionnent aussi tous les deux. Et donc déjà, je te souhaite la bienvenue. Merci Thomas, merci. Comment c'est pour toi là tout de suite? À la fois un petit mélange d'excitation et d'appréhension. Du coup, je me sens au bon endroit, au bon moment. Je me sens accueillie. Et j'ai vraiment envie de vivre cette expérience aussi. Et oui, parce que tu vois, ça me permet, on a eu un très très bel échange avant cet enregistrement. Et j'ai pu me reconnecter à ce qui se jouait aussi dans ces entrevues. C'est pas rien, je pense que d'être avec quelqu'un, que d'enregistrer une rencontre même audio, vidéo, je crois qu'il y a aussi derrière quelque chose qui cherche à se dire. Et on va essayer de toucher ça du doigt et de nous laisser traverser par ça. Et ma première question, qui est celle que j'ai envie de te proposer, c'est qui es-tu, d'où viens-tu, j'ai envie de dire, qui était la petite Vanessa? Alors la petite Vanessa, c'est il y a une petite quarantaine d'années maintenant qu'elle est née. Je suis née au Burundi, dans un pays dit 2000 collines, un pays tempéré du centre-est de l'Afrique. Un endroit qu'on appelle la région des Grands Lacs. Et je suis née à Bujumbura. Je suis arrivée en France un peu plus tard, assez tôt finalement, mais à l'âge de 3 ans, et directement à Paris. Tu en as des souvenirs de ton pays natal? J'ai essentiellement des impressions sensorielles qui sont renouvelées, parce que c'est un endroit où je vais régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans. Aujourd'hui, je vis une période qui me rappelle à quel point c'est important, si tu veux. Je me sens, sur cette terre-là, je me sens vivante d'une manière où j'ai la sensation que mon corps circule différemment en termes d'eau, en termes d'air. Il y a vraiment quelque chose qui me ressource et me régénère là-bas. Il me semble que c'est aussi une forme de cadeau d'un cheminement personnel, parce que j'ai eu pendant plusieurs années comme une indifférence au froid, au chaud, à la pluie, au soleil, etc. Et là, je vis vraiment comme un éveil à nouveau de toutes les sensations corporelles. Et du coup, être là-bas, c'est important pour les odeurs, pour les fruits, pour la nourriture, pour le rythme aussi qu'il y a sur cette terre-là, qui entre en résonance évidemment avec moi. Et j'ai des souvenirs de vacances, peut-être un peu plus âgés. J'ai des souvenirs de lieux, des odeurs, des goûts, une qualité de douceur aussi relationnelle entre les uns et les autres. Alors c'est très contradictoire, mais c'est une contradiction que j'embrasse pleinement. C'est-à-dire que c'est une région qui est régulièrement secouée par des génocides, des conflits forts et cycliques, et pour autant c'est de la même façon, peut-être sur l'autre versant, c'est un lieu où la rencontre humaine est présente dans une douceur autre. Comment est-ce que tes racines, tu les as pleinement accueillies durant ton enfance, ton adolescence? Comment est-ce que tu as pu les ramener dans une culture qui était aussi différente, une culture à l'autre qui est différente? C'est vrai que les personnes que j'ai pu interviewer, des fois, quand elles étaient nées
dans cet ailleurs, dans cette autre culture, il y avait soit comme une première partie de vie où il y a eu une aversion, ça j'ai beaucoup rencontré ça, et rarement quelque part d'accueillir finalement pleinement tout. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, je dirais, j'ai un autre modèle, on va dire ça comme ça. C'est comme si la première identité était effectivement burundaise, kirundi, de racines, de langue, parce que c'est la première langue que j'ai parlée, c'est le kirundi. Et donc c'est une inscription qui va venir colorer la manière dont on pense, la manière dont on rêve, la relation à l'autre évidemment. Et je dirais que moi c'était peut-être plus la question du cloisonnement ou de la diffraction, si tu veux. C'est-à-dire que mon identité burundaise était pleinement là, mon identité parisienne, mon identité française. Voilà. C'est-à-dire un peu, les choses étaient présentes en même temps. Est-ce qu'on peut dire qu'elles se rejoignaient? Non. Elles étaient essentiellement je dirais en coexistence. Et donc là, il y a le mouvement que je me sens vivre et qui est extrêmement précieux, c'est un mouvement d'unification, de réunification de toutes ces parties et de leur communication, si tu veux. Donc l'identité burundaise est un socle important pour moi, un socle qui a toujours été présent. Pas une revendication particulière, c'est quelque chose qui me fonde véritablement. L'identité parisienne aussi. C'est drôle ce grand écart, moi ça me fait sourire rien que de l'imaginer. Ben, écoute, c'est assez... Il se trouve que quand même, ici on me dit que je peux avoir une voix douce, parler lentement, ou des choses comme ça. Là-bas on me dit que je marche trop vite, que je fais des grands gestes, et voilà. Donc il y a quand même des légers décalages qui témoignent d'une... pas tout à fait là-bas, pas tout à fait ici, un peu des deux. Et je crois que ta question est très jolie. Je dirais que c'est vraiment comme si toutes ces parts de moi pleinement vécues, elles venaient petit à petit être ramenées au cœur, ramenées au centre, et que c'est quelque chose qui se réunifie, je dirais, et qui commence à communiquer de plus en plus les unes par rapport aux autres. La notion de temps a été importante aussi, j'imagine, pour l'évoquer aussi dans notre travail, aussi qu'on embrasse. Il y a le temps au temps. Ah oui. Ouais. Oui. Je dirais la facette nourrie d'astrologie dit qu'il y a une présence de Saturne dans mon thème. Donc il y a vraiment la question du temps. J'arrive à un moment où, si tu veux, c'est comme si tout ce que j'avais pu vivre jusque-là m'amenait à me rencontrer vraiment, à la fois avec des racines africaines, c'est vrai, mais également des rencontres, des apprentissages, des choses qui me reviennent aussi maintenant, et qui sont amenées, oui, à maturer, je dirais, dans le temps, mais également à éclore, quoi, comme si avec tout un temps... un tissage avec des choses qui arrivent à maturité, des choses qui finalement ont servi de substrat, d'engrais pour que d'autres choses éclosent maintenant. Donc ton chemin professionnel, il a aussi pris la voie tu es psychologue. Qu'est-ce qui t'a mis un peu le pied à l'étrier à cela? Tu me partageais tout à l'heure, j'aimais beaucoup comme tu disais, voilà, je suis à l'école mais j'y suis allé vraiment. Et un vrai engagement aussi pour tes études. Absolument. C'est quoi qui était animé par ça? Mes parents. Ouais. À la base, il y a une chose qui est évidente, c'est que la question du savoir, la question de la culture, la question de... il n'y avait pas d'enjeu d'intelligence, on n'était pas censé ne pas réussir. Si tu veux, c'était pas une question. On va à l'école et ça fonctionne. Ça fonctionne, Quand je dis mes parents, c'est que leur discussion semblait passionnante et j'avais envie d'y participer. Leur manière de parler, d'intervenir, ça me semblait suffisamment... waouh, les grands, quoi. J'avais envie de ça, j'avais envie de grandir, j'avais envie de prendre la parole, de m'exprimer. Et dans l'éducation que j'ai reçue, ça passait par un apprentissage
des connaissances, à savoir des savoirs et des connaissances à intégrer. C'est-à-dire, il y avait réellement l'idée que d'autres gens avaient conçu, construit des concepts, des théories, des choses, et qu'il s'agissait de les entendre, de les comprendre et à un moment donné d'en donner une version personnelle. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu dans ma famille. Moi, là, quand tu me poses la question, j'ai l'image de mon père qui était sur un siège avec un journal. Et donc évidemment, lire pour moi c'était essentiel. Ouais. Donc j'ai passé un temps à lire important, et encore maintenant. Ouais, tu parles l'engagement, j'entends aussi les ancêtres derrière, quelque chose d'honoré aussi. Il y a honorer la vie au sens où Ouais. elle est donnée. Il y a vraiment cette notion d'être de passage et de laisser quelque chose. Ouais. Et l'héritage, il est d'ordre spirituel dans ma famille essentiellement. Et c'est une certaine manière d'être à soi parmi les autres. Ouais. Donc il y a vraiment cette... ça me fait penser, c'est vraiment la notion Ubuntu, quoi. Ubuntu, ça, c'est comme ça qu'on le prononce en Kirundi, c'est la notion des gens, l'humanité. Ouais. L'humanité au sens de l'individu parmi les autres et dans le monde. Et donc avec les animaux, avec la terre, avec tout l'environnement. Mais il y a comme plus quelque chose qui fonde du côté de la moralité, du rapport à l'autre. Ouais. Voilà. Okay. Et quand j'étais plus jeune, c'était vraiment écoute, les notes correspondent à ton travail, tu vas à l'école, tu t'écoutes, et puis ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, il y avait peu d'espace de négociation sur est-ce que le contenu, Non, l'idée c'était d'abord d'absorber, d'intégrer et d'en faire la critique au fur et à mesure. C'était ça qui était important. Et donc tu as accompagné rapidement, je crois, des adolescents et des enfants. Ça a été un public qui très vite est venu jusqu'à toi. Ouais, une évidence dans mes stages, parce que je fais une formation de psychologue clinicienne à Paris 7, donc avec un axe de psychanalyse, de référence théorique à ce niveau-là. Et mon rêve, c'était d'aider les enfants. Et donc c'est assez vite que j'ai pu trouver des stages dans des CMP, dans des institutions qui accueillent des enfants et des adolescents. Et il y a une résonance importante avec l'énergie adolescente pour moi. C'est l'énergie de la transformation, c'est l'énergie de l'alchimie, c'est l'énergie de l'intensité. Oui. Ce sont des choses... Il y a à tenir le choc de la rencontre avec l'adolescent. Ah oui, ça c'est... mais c'est magnifique. Moi, c'est quelque chose qui me... qui à la fois me bouleverse à chaque fois, parce qu'il s'agit vraiment d'une rencontre où il y a une disponibilité, il y a un espace à créer en soi pour accueillir l'autre et se laisser traverser par ce que vit l'autre, par ce que dit l'autre, par ce que ne dit pas l'autre aussi. Oui. La rencontre avec l'ado, c'est parfois une forme d'opposition, de mutisme, parfois de cris, de rage, parfois plus des gestes qu'une parole qui est posée, qui est élaborée. C'est vraiment une période de vie où il y a énormément de choses qui peuvent justement apparaître du côté de l'acte, ou du retrait. Tu vois, il y a des choses qui sont peut-être plus grandes, dramatisées, et puis d'autres qui sont sous le format de l'austérité, du rien, de la contention, de la retenue, quoi. C'est un âge qui me parle. C'est un âge de la limite aussi, c'est un âge de la frontière, c'est un âge... Si tu veux, ça résonne aussi à ce niveau-là pour moi. C'est comment on établit des ponts entre différentes facettes de soi, entre différents aspects de soi, entre des choses qui sont très... Moi, je me vis un peu comme ça. Il y a une partie petite fille, arc-en-ciel, licorne, bisounours, et voilà, les gens qui me connaissent ça de moi, évidemment. Tu vois, la part marsupilami qui saute, qui est en train de rire et qui est vraiment importante. Il y a une sagesse plus ancienne également, quelque chose de
la grand-mère, quoi, de quelque chose qui est là et qui me dépasse d'ailleurs, hein, qui me traverse et qui peut faire accueil pour les gens qui me rencontrent dans le cadre des thérapies. Et puis il y a toute la part de la femme qui découvre, qui cherche, qui accompagne, qui enseigne, reçoit. Je trouve important, si tu veux, dans ce travail-là, il y a vraiment, avec l'adolescent, donc ces différents bords, cette question de la limite, cette question des frontières, mais c'est aussi du donner-recevoir. C'est-à-dire comment on crée un espace en soi qui va venir accueillir l'autre et comment on favorise chez l'autre une possibilité d'accueillir quelque chose de soi. Et si tu veux, c'est ce tissage-là. Donc il y a des différentes facettes qui se rencontrent et c'est On a évoqué un tout petit peu la question du rapport à l'image, des réseaux sociaux, que toi aussi même tu as un peu découvert un peu récemment, pour résumer ça un petit peu brièvement. Mais alors tu es en route depuis 10-15 ans, je crois que tu me parlais à peu près. J'imagine que d'accompagner un ado il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, en 2018, c'est pas les mêmes... Comment est-ce que tu as senti quelque chose, des questionnements qui évoluaient ou même une conscience qui était là différemment et qui se posait d'autres questions? C'était quoi ou pas, hein, c'est une question aussi ouverte. Ouais, mais elle est marrante. Il y a plusieurs choses qui me viennent là pour te répondre. Je dirais qu'il y a un fond qui n'a pas changé. C'est un peu comme cette étude qui dit que finalement, sur plus d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années, l'âge des premiers rapports sexuels n'a pas bougé réellement. C'est-à-dire que on est dans un moment qui manifeste beaucoup de nouveautés et pour autant on n'est pas forcément dans un mouvement d'évolution fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans la révolution, il y a une variété de facettes, mais sans pour autant qu'il y ait une réelle différence. D'un côté il y a ça. Il y a des médias différents, il y a des supports différents, il y a des... Mais on est encore dans un système où on a le héros, tu vois. C'est Naruto, c'est les cosplays, c'est Hunger Games, on a quand même des mythes fondateurs qui restent celtiques, grecs, latins, romains, qui sont quand même encore à l'œuvre, si tu veux, dans le processus de différenciation de l'individu, de ce moment-là, et ça reste quand même quelque chose de très ancien. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles formes, mais il n'y a pas réellement quelque chose de nouveau. Ce qui va être à la fois de ce côté-là, et dans le même temps, il y a quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est-à-dire que là, moi, je rencontre des jeunes qui sont comme câblés différemment, qui sont beaucoup plus nets dans leur représentation du monde, dans leur où on peut percevoir même la notion de mission, tu vois, on peut voir qu'ils ont des aptitudes particulières, une présence, une sensibilité, une qualité d'écoute autre aussi. C'est-à-dire comme s'il y avait une autre génération à l'œuvre quand même. Donc, et dans la psychiatrie, il y a cette rencontre-là, hein, si tu veux, tu as des parcours qui sont chaotiques, abîmés, heurtés, et qui font l'expérience de la psychiatrie. Et puis tu as des parcours qui sont un peu plus mystérieux, où finalement un jeune vient, et c'est toute une dynamique familiale qui est réorganisée. Un jeune vient, et c'est toute une manière de prendre la parole, tout un secret intergénérationnel qui va être exposé, et toute une guérison qui va toucher la famille avec cet enfant qui, à cet âge-là, vient questionner par ses actes, sa manière d'aller ou non à l'école, de consommer telle ou telle substance, d'avoir telle ou telle pratique, va questionner l'ordre établi. Donc il y a vraiment là quelque chose qui peut être à la fois révolutionnaire, provocateur, et qui vient signer une rupture, parce que c'est quand même une période où la question de la rupture est en jeu, et permettre aussi une évolution, peut-être comme une renaissance, comme une manière de se positionner pour tous les membres de la famille différemment.
Donc ouais, si tu veux, à la fois quelque chose ne change pas et quelque chose est toujours singulier, Oui. toujours précieux, toujours fondamentalement neuf, quoi. Ouais. Puis dans ce que j'entends, de ce que tu me partages, c'est qu'il y aurait presque une conscience un peu actualisée qui arrive, mais dans un système encore toujours un peu grippé des mêmes trucs. Et donc, ben voilà, et certainement que, oui, les réseaux sociaux, tout ça, permettent de mettre au travail aussi un rapport à l'autre, un rapport à différent, et que chaque chose en son temps, et que voilà. Mais c'est intéressant la manière dont tu dis que quelque part, il y a quelque chose de plus mystérieux qui est là aussi. Absolument. Bon, après, moi, c'est la manière dont je vis les choses aussi. Hein. C'est-à-dire que, si tu veux, entre la jeune fille, la petite fille scolaire qui apprenait bien ses leçons, qui avait quand même un décalage parce que l'information ne sonnait pas tout à fait juste. Moi, j'étais une petite fille très physique, très corporelle, comme ça. Donc, en lisant, ça me semblait... Et puis, j'apprenais. Et aujourd'hui, apprendre a pris une autre dimension. C'est-à-dire qu'il y a un savoir qui est dans nos cellules également. Il y a quelque chose qu'on peut retrouver d'un ordre, d'une manière d'être et de fonctionner qui nous appartient, qui est jusque dans nos os, dans nos cellules. Donc là, il y a autre chose, si tu veux. Les connaissances, la connaissance, on commence à... En tout cas, je fais l'expérience. Je fais l'expérience de différents types de savoirs en moi. Des savoirs appris, mais réappris, retrouvés. Et puis, des savoirs importants qui sont comment le monde est organisé, comment les choses fonctionnent, quelles significations sont posées sur telle ou telle organisation. Donc, alors ma question elle était évidemment très large, on va pouvoir tout aborder, mais c'est quand même important pour moi de t'entendre là-dessus. Et bon, ce qui me paraît très précieux dans ton parcours, Vanessa, c'est que quand on s'est rencontrés, tu me parlais de la psychologie, de la psychanalyse et de la voie énergétique, de la voie initiatique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et que tu t'autorises, moi ce qui m'a touché c'est que tu t'autorises à ajouter tout ça, à laisser les choses peut-être se tisser entre elles. Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus depuis l'espace où tu en es, hein, mais, parce que j'ai envie de dire que c'est pas si simple aussi certainement j'imagine, pour rencontrer aussi des personnes de faire évoluer sa clinique ou son propre... quand on a passé tant d'années aussi à étudier, à essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait, de laisser transformer ce savoir-là, c'est certainement pas évident. Et toi, tu as cette autorisation-là, et comment est-ce qu'aujourd'hui ça se passe ? J'ai... Le goût d'apprendre. Le goût d'apprendre, c'est important. Le goût d'apprendre, et tu sais, ce qui me vient aussi, c'est à quel point mon parcours est le fruit de rencontres. Tu vois, c'est pas rien non plus qu'on se voit là. C'est-à-dire que ce qui s'est ouvert pour moi, c'est évidemment dans la rencontre d'un autre qui était porteur d'informations, porteur de guérison, porteur d'une expérience de vie, d'incarnation qui a pu m'être transmis. Et si tu veux, la valeur pour moi, elle est là. Elle est comment dans l'amour, parce qu'il me semble que c'est l'énergie évidemment de base, quelque chose peut être transmis. C'est-à-dire que moi, je me sens à la fois... élève et enseignante, à la fois maître et disciple, à la fois... Si tu veux, il y a dans ce parcours d'incarnation une dimension, une dualité qui est également à notre service, si tu veux, et qui est de pouvoir rencontrer différents pôles d'une expérience. Et donc c'est dans ce deux-là que les choses se font. Et dans la rencontre, il y a ce que je reçois, comme nouvelles informations, ce que j'intègre, ce que j'en fais, ce que j'en retransmets à un autre. Et le partage va être là. Moi, j'ai des phrases entières d'auteurs qui m'ont éclairé, ébloui, et un peu plus tard dans le temps, j'ai pu rencontrer des gens qui les incarnaient. Et donc,
pour moi, il y a différents aspects, différentes couches, si tu veux, qui vont se superposer. Et apprendre, ça va être un peu ça. C'est entendre parler de quelque chose, y être réveillé, et le rencontrer dans une autre forme, et dans une autre forme, et dans une autre forme. Et petit à petit, il y a quelque chose d'une essence qui apparaît. Et cette essence-là, pour moi, c'est ce qui est le plus essentiel. Et comment, finalement, chacun va traduire cette essence de manière singulière à partir de son histoire, de ce qu'il est, de ce qu'il en est, de comment ça le touche, de combien c'est prioritaire à ce moment-là pour lui. Mais c'est différentes couches. Et j'ai envie de parler de combien les voix sont différentes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une voix où l'idée c'est de se dépouiller de ces couches, justement, au niveau des blessures, par exemple, lorsqu'on pense le retour à sa nature originelle, l'idée c'est de se dépouiller de ces couches. Et il va y avoir des voies où, dans l'initiatique notamment, c'est comment on revient et comment on fait retour, c'est-à-dire comment on va chercher la lumière de la conscience pour faire retour sur quelque chose. Et dans l'apprentissage, il y a comment quelque chose va venir s'inscrire, s'intégrer, s'alchimiser couche après couche. Et ça, c'est intéressant aussi de voir que les différentes voies ne sont pas sur des mécaniques identiques, mais comment elles se tissent les unes à travers les autres. Dans la voie de l'apprentissage, il m'apparaît, et dans l'initiatique aussi, il m'apparaît prioritaire de témoigner de combien c'est la rencontre à l'autre, c'est dans la relation que les choses se sont faites pour moi. Et ça m'émeut beaucoup, c'est drôle. Mais c'est effectivement important parce que c'est, si tu veux, quand tu es stagiaire, c'est ton maître de stage. Quand toi-même tu deviens un maître de stage pour quelqu'un d'autre, c'est comment tu vas t'impliquer physiquement, émotionnellement, spirituellement, psychiquement, intellectuellement, parce que tout ça sont des énergies. Faire des études, ça demande une énergie mentale, c'est-à-dire venir s'asseoir, lire des livres, en comprendre les contenus, ça demande une énergie. Danser, ça demande une énergie physique. Et pour tous ces corps-là, il va falloir donner la nourriture qui convient, donner le repos qui convient, donner le temps qui convient aussi, pour que ce qui est à alchimiser, à intégrer, à entendre, prenne forme. Et dans les rencontres, moi j'ai eu des rencontres, j'avais un prof à Paris 7 qui disait on chemine avec un auteur. Oui. Tu vois, on chemine avec un auteur. Et ça, moi j'ai trouvé ça fabuleux parce que dans les premiers temps de ma vie, j'ai beaucoup voyagé dans les photos, beaucoup voyagé dans les cartes. J'avais une passion pour les cartes géographiques, les planisphères, les maps-mondes, etc. Et le voyage, il est à la fois extérieur, la rencontre, comment on sent une température à 30 degrés, à 25, à moins 15, le vent, le froid, le chaud, etc., l'humidité. Mais c'est également un voyage intérieur, c'est également un voyage accompagné. Et donc j'ai eu des rencontres à la fois de personnes en chair, et puis des rencontres de pensée, des rencontres d'émotions, des sensibilités qui ont fait résonance, écho, et qui, couche après couche, ont pu éveiller quelque chose en moi, ont pu rendre disponible. Et je fais ce geste-là parce qu'il y a une soif aussi. C'est-à-dire que en tant qu'enseignante, je me rends bien compte que lorsque j'ai face à moi quelqu'un qui a envie d'entendre quelque chose de moi, je ne dis pas la même chose. Lorsque je suis... c'est-à-dire l'esprit en moi, l'organisation, les idées, les images qui me viennent pour expliciter quelque chose vient également de l'écoute que je reçois. Et moi j'ai été une élève scolaire, mais j'ai été aussi cette bonne élève qui a le goût d'apprendre, la soif d'apprendre. Et ça, c'est une curiosité qui a toujours été... qui me forme, quoi. Je parle de curiosité aussi parce que c'est... Voilà, encore une fois... les deux pôles, quoi. La curiosité, la psychanalyse qui dit aller voir dans l'œil de la serrure de la chambre parentale, et puis il y a la curiosité qui est le vilain défaut, et puis il y a la curiosité qui fonde également l'ouverture à quelque chose d'inconnu. Et
la part mystérieuse, c'est ce qui est important. Si tu veux, elle est là. C'est comment champ après champ, domaine après domaine, matière après matière, toute chose converge vers le un. Et quelque part, peut-être aujourd'hui, en 2018, pour accompagner des adolescents et des enfants de cette nouvelle génération, il faut que tu puisses être aussi pleine de tout ça et te laisser remplir de tout ça, que ça pourrait peut-être pas se faire autrement. Est-ce qu'on peut accompagner aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment accompagner aujourd'hui la nouvelle génération sur des anciens mythes, même psychanalytiques ou ça, je sais pas si on peut donner une réponse à ça, hein, c'est une question qui me traverse, mais moi, j'ai une autre question. Moi, ce qui me semble essentiel, c'est que dans l'accompagnement, justement, il y a, en thérapeutique, pour moi, il y a une part qui dit, ok, je te donne des outils, des clés, nous allons regarder la blessure, nous cherchons un équilibre, un nouvel équilibre, avec cette idée d'une crise qui amène à une opportunité d'équilibre autre. Il y a cet aspect-là, mais il y a également l'aspect donc voilà, guérison, blessure, méthode, outils. Il y a également un aspect éducatif, informationnel, qui est essentiel pour moi. C'est-à-dire qu'il m'apparaît important, lorsque j'accompagne, de donner des clés de compréhension, des clés d'autonomisation, des clés de libération de la personne avec qui je fais route. Parce qu'elle va vers elle-même, je suis à un passage de son cheminement, j'en connais pas forcément les tenants, les aboutissants, et il me paraît essentiel, en tant que thérapeute, de transmettre également des éléments qui favorisent l'autonomie. Et la notion du temps, elle est évidemment importante, mais ta question est géniale, parce que est-ce qu'on renvoie forcément à ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des théories qui sont dépassées? Oui, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être de la même façon. Par exemple, une thérapeutique qui serait essentiellement basée sur la parole, non. Non, parce que c'est au niveau de l'être. Au niveau de l'être, on a l'intrication de cette parole. C'est-à-dire, nous sommes des êtres de langage, donc il y a l'intrication de cette parole au cœur de nos cellules, au cœur de nos émotions. Donc, une approche qui ne serait pas corporelle serait finalement à conjuguer avec d'autres. Dans ton parcours, donc il y a eu aussi un parcours très classique avec la danse, c'est ça qui est très intéressant. Et moi, toujours c'est ce grand écart qui me fait sourire avec la culture, avec tes ancêtres, et de te voir à la fois un travail avec la barre, et puis de t'imaginer naître aussi au centre de l'Afrique. C'est tout un contraste aussi qui te compose et que tu essayes de rassembler aujourd'hui. Mais la danse, ça a été quand même extrêmement... c'est toujours fondateur pour toi. Oui, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de mots, qui s'explique à peine. Hein. Moi, au-delà de la danse, je parle de mouvement et de rythme. C'est-à-dire que l'idée, c'est, même en tant que thérapeute, si tu veux, lorsque j'utilise beaucoup le rire, j'utilise beaucoup le corps. Lorsque j'ai face à moi quelqu'un qui n'entend pas tout à fait ou qui est différemment interpellé par sa propre écoute, quoi. Il m'arrive de mimer des choses, il m'arrive de mettre en contraste également avec le corps, parce que c'est direct, c'est immédiat, c'est-à-dire ça permet une identification qui est magistrale, et donc il y a un certain nombre de nœuds qui se défont parce qu'on a vu, parce qu'on a senti, parce qu'on a goûté, parce qu'on a perçu quelque chose. Donc le corps est essentiel. Le mouvement, c'est, au fond, se laisser animer par la vie, par l'énergie de vie. Donc il y a quelque chose qui ne s'apprend pas là. Mais encore une fois, je dirais que dans l'idéal, ça ne s'apprend pas. Mais pour autant, il y a parfois un certain nombre de choses à libérer en soi pour accéder à l'essence, à la nature même de ce qu'est la danse pour soi, de ce qu'est le mouvement pour soi. On va dire que je danse naturellement, mais c'est pas tout à fait vrai.
Je danse parce que j'ai été portée d'une certaine façon, parce que j'ai vu les gens marcher d'une certaine façon, parce que ça retentit en moi comme ça, d'une certaine façon. Comme beaucoup, j'ai regardé Michael Jackson et j'ai répété même chose. Enfin, tu vois, il y a la danse, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on entend en soi, et dont on va venir se nourrir. Voilà, le moonwalk. J'ai été danser dans les soirées les Folies Spiegel, par exemple, c'est ce qui me vient tout début de mes années fac, c'était des lieux où on dansait pendant des heures, quoi, des heures de mes soirées au Queen, des choses vraiment où la danse était essentielle. C'était dans certains coins du RER au niveau de Châtelet-Léal, c'était des soirées entre copines, c'était vraiment quelque chose de disons que ça m'offre une joie incroyable et très rapide. Si je suis un peu fatiguée, je peux tout à fait me mettre à danser dans ma cuisine pour à la fois réveiller une énergie, mais également reconnecter à ce qui est la joie de vivre. Et ce mystère, c'est ça aussi, c'est de vraiment être humble et en gratitude pour tout ce qui en soi est vivant, sans qu'on le pense, sans qu'on le... Je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose pour moi d'absolument magique là-dedans. Et dans la danse, il y a quelque chose d'universel, c'est-à-dire que toutes les cultures, tous les peuples dansent. Et il y a une célébration de la vie qui passe par le mouvement, par le rythme, par la musique. Voilà, donc oui, ça me fonde à la fois dans la version académique, dans la version essentielle, et puis également dans la... Je dis encore dans la version culturelle, c'est-à-dire c'est un langage également, la danse, donc ça s'apprend. Il y a une danse traditionnelle au Burundi, elle consiste avec un certain nombre de pas, un certain nombre de types de mouvements, et lorsqu'on les connaît, alors on peut développer sa danse. Mais il y a quand même une rythmique, une discipline dans toute chose. Et, il m'est arrivé d'aller danser le pogo en 18e, il y a un ordre aussi, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas son pied n'importe comment, et toute cette liesse rock a lieu parce que il existe un rythme dans lequel et le rapport au corps de l'autre, même s'il s'agit simplement de toucher l'épaule du voisin, etc., ça se fait d'une certaine façon aussi. Donc à la fois j'aime la partie spontanée, libre, je dirais, et libre entre guillemets, et quand elle est détricotée, désintriquée de comment on a vu bouger l'autre, comment on se sent bouger, et puis la paraprise, et dans la paraprise, la part singulière qui peut s'exprimer. Dans la danse, il y a ça qui me reste essentiellement aussi, d'une gamme, d'une barre qui fonde l'apprentissage du mouvement, comme si on préparait son corps, comme si on travaillait son corps également pour que quelque chose puisse le traverser, sans encombre, sans obstacle, d'une énergie, mais également d'une intention, d'une émotion, et qu'ensuite la forme qui est vue, elle soit le mariage de l'intention, de la vie, et également de la disponibilité du corps qu'il a en face. Et donc c'est là où la danse traverse tout, la manière dont on mange, dont on fait l'amour évidemment, mais dont on rencontre l'autre. On se rend bien compte que le positionnement des corps va modifier l'interaction. Et tout ça, c'est passionnant, et il y a à apprendre quand même, un petit peu. Donc c'est tout ça qu'on vient rencontrer dans tous les cas dans ton accompagnement. Voilà, tout ce que tu es, tout ce qui te fonde, tout ce qui te traverse, on l'entend bien aussi. Et donc tu accompagnes en cabinet, les gens peuvent te contacter par cet intermédiaire, donc je mets toutes les informations dans les podcasts de l'émission. Voilà, un petit mot de la fin? C'est difficile de tout résumer, c'est un exercice de style comme je dis à chaque fois, mais qu'est-ce qui te vient quand même en mot de la fin? Un grand merci, évidemment. Un grand merci, évidemment.
il y a, tu sais, c'est complètement, c'est hors. C'est bien. Ouais, mais c'est un bien. peu moi aussi, ça. Là, un petit peu de coq à l'âne. Heureusement que j'ai été structurée, parce que sinon ça serait, voilà, le papillon. L'idée, c'est, j'avais envie de parler des animaux. Oui. Parce qu'il y a quelque chose dans notre rencontre aussi, autour de la figure de l'éléphant, dans quelque chose qui est précieux pour moi, et dans l'actualité du monde aujourd'hui. Les animaux, moi j'ai pas grandi avec, j'ai pas eu d'animaux domestiques à la maison, ça a été une découverte. Je voyais ça chez les autres, mais bon, il n'y avait pas de résonance particulière. J'ai toujours été très sensible au fait qu'on puisse maltraiter des animaux, ça me convenait pas du tout. Mais de là à dire que j'avais un lien avec les animaux, c'était pas le cas. Et dans ces 10 dernières années, j'ai rencontré des femmes magnifiques qui communiquent avec les animaux, d'esprit à esprit, à travers la méditation, à travers la visualisation, à travers des soins, une écoute de la sagesse animale, si tu veux. Et j'avais envie de parler de ça pour parler d'un petit point qui me tient à cœur et qui peut-être, c'est pas exprimé là, mais qui je sais, nous est commun. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose dans la possibilité de l'homme de vivre ici, maintenant, au milieu des animaux, au milieu de la nature, au milieu de tous ces éléments qui le précèdent, de vivre en bonne intelligence avec, en accueillant les savoirs, les sagesses, les médecines de ces animaux. Voilà. Donc voilà, petit mot de la fin. Moi aussi j'aime les éléphants. Les éléphants, oui, Voilà. évidemment. Mais tu vois, quand tu évoquais ce mot nature, me venait que là on ouvre un autre chapitre, mais on va mettre un point final. Oui. Mais que les animaux nous enseignent à vivre avec notre propre nature aussi. Absolument. Et sont des enseignants tellement extraordinaires et inconditionnels. Et je trouve que quand on mêle cette rencontre-là, cet enseignement de la sagesse animale avec une dynamique intérieure, c'est des portes de transformation extraordinaires. Et en effet, c'est ce qu'on vient chercher dans la rencontre avec les éléphants, et notamment parce que je pense que je peux faire à peu près la même avec un chien dans la rue, quoi. Très certainement. Et donc oui, merci d'avoir ouvert ça, parce qu'ils sont aussi avec nous, et évidemment. Merci. Merci à toi. Merci. Et ouais, vraiment, c'est une grande joie, une grande évidence de proposer cette rencontre, et j'inviterais presque les auditeurs à réécouter cette rencontre avec des oreilles peut-être placées à un autre endroit, ou parce que j'ai le sentiment que des choses se sont traversées là-dedans, et que si elle peut inviter en tout cas les auditeurs à se placer à un endroit d'eux-mêmes différent peut-être, ou je sais pas, quelque chose me touche là-dedans, et c'est certainement ce que la belle voix de la psychanalyse aussi nous invite à faire. Et donc voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité à l'émission, merci pour avoir accueilli Vanessa. Oui, aussi. Merci, merci beaucoup. Et puis vraiment, voilà, je vous invite à la contacter si des mots sont venus résonner en vous, parce que toi tu aimes beaucoup l'échange, tu aimes beaucoup et c'est intéressant d'accueillir les échos aussi venant des auditeurs qui s'installent dans le monde entier, et intéressant de voir comment ça a pris forme en vous, comment ça vient bousculer, construire, permettre de danser des choses en vous. Donc voilà, à très bientôt chers auditeurs, et vraiment je vous laisse avec un très beau sentiment de gratitude, en tout cas qui m'accompagne. Absolument. Merci. Au revoir.